Salut tout le monde, et bienvenue de nouveau sur notre chaîne. 800 000 hommes. Une armée si grande qu'elle assécha des fleuves entiers. Un pont de bateaux si long qu'il relia 2 continents, et à la tête de cette force imparable, un homme qui se faisait appeler roi des rois, le Dieu vivant sur terre, Xerxès de Perse. Mais les dieux ne saignent pas, les dieux n'échouent pas. Xerxès, roi de l'Empire perse, était sur le point de découvrir sa propre humanité de la manière la plus brutale. Comment un homme qui contrôlait presque la moitié de la population mondiale, le chef de l'empire le plus vaste que l'histoire ait connu, finit-il par fuir dans une barque de pêche, humilié et brisé? Était-ce seulement de l'arrogance ou était-ce quelque chose de plus sombre? Tous connaissent l'histoire des 300 de Sparte, la bataille héroïque, la gloire du sacrifice. Mais c'est l'histoire de Léonidas. Nous avons regardé le mauvais héros. La véritable histoire, celle qui a changé le monde, n'est pas celle du défi, c'est celle de l'homme qui l'a reçu. C'est l'histoire de Xerxès, l'histoire interdite de l'homme qui voulut être Dieu et du prix qu'il paya pour avoir essayé. Tout commence non pas avec Xerxès, mais avec l'ombre de son père, Darius le Grand, l'homme qui forgea l'Empire. Il avait goûté à l'amertume de la défaite en Grèce, un lieu petit, insignifiant sur la carte appelé Marathon, une blessure ouverte, une obsession qui consuma ses derniers jours. Xerxès n'était pas l'héritier évident. Il avait un demi-frère aîné, Artobazane. Mais la mère de Xerxès, Atossa, la fille de Cyrus le Grand, était une force politique implacable. Elle assura le trône à son fils, mais le trône n'était pas gratuit, il venait avec une dette de sang, la vengeance. Imaginons la pression. Tu es le nouveau roi. Ton père a conquis le monde connu, sauf pour cette petite péninsule rocheuse. Chaque général, chaque satrape, chaque noble à la cour, tous attendent. Finiras-tu le travail ou vivras-tu comme le fils lâche d'un père légendaire? Le débat fut féroce à Suse. L'oncle de Xerxès, Artabanus, un homme prudent, l'avertit. « La mer et la terre conspirent contre les projets trop grands, dit-il. Il mit en garde contre l'hubris, l'arrogance qui provoque la colère des dieux. Mais il y avait une autre voix, Mardonius, le général, le beau-frère de Xerxès, un homme qui voyait la gloire là où d'autres voyaient le danger. Mardonius murmurait à l'oreille du roi. Athènes doit brûler. C'est ton destin. C'est la seule façon de venger ton père et d'assurer ton propre héritage. 2 chemins, la prudence ou la gloire éternelle. Pour un homme qui se croyait divin, le choix était évident. Le monde verrait la véritable puissance de la Perse. Mais Xerxès n'allait pas répéter l'erreur de son père. Darius envoya une force. Xerxès enverrait l'Apocalypse. Le plan n'était pas une invasion, c'était une éradication. La mobilisation des ressources fut quelque chose que la planète n'avait jamais vu. Cela prit 4 ans, 4 ans pour réunir la plus grande armée jamais assemblée. Les chiffres sont impossibles. L'historien Hérodote parle de plus de 2 millions d'âmes, des chiffres que les historiens modernes débattent, mais la réalité est que c'était une marée humaine. 300 000, 500 000, peut-être 1 million. Peu importe le nombre exact, c'était trop grand pour être compté, trop grand pour être nourri. Des nations entières furent vidées. Les Phéniciens et les Égyptiens fournirent 1207 trirèmes, une flotte qui obscurcirait le soleil. Les immortels, la garde personnelle du roi, 10 000 hommes triés sur le volet. La cavalerie bactrienne, des archers scythes, l'infanterie de l'Inde, des hommes de 46 nations distinctes, parlant des douzaines de langues, tous marchant sous une seule volonté, la sienne. Mais l'armée n'était pas la pièce maîtresse de son plan, c'était la logistique. Xerxès était un ingénieur de la terreur. Il ordonna de creuser un canal à travers la péninsule du mont Athos, un canal de 2 kilomètres de long, juste pour que sa flotte évite la tempête qui détruisit celle de son père des années auparavant. Il ne défierait pas les dieux, il les obligerait à se soumettre, et puis il arriva à l'Hellespont, le détroit qui sépare l'Asie de l'Europe.
la limite symbolique du monde. Son armée devait traverser. Il ordonna de construire 2 ponts de ponton, une merveille d'ingénierie. Mais le ressac est traître. Une violente tempête éclata et détruisit le travail. Les ponts se brisèrent. Ici, à ce moment, l'humanité de Xerxès se brisa et le dieu roi émergea. Il était furieux, non pas contre les ingénieurs, mais contre la mer elle-même. Selon Hérodote, Xerxès ordonna à ses hommes de punir l'Hellespont, de lui donner 300 coups de fouet, de jeter des chaînes dans l'eau pour l'asservir. Pendant qu'il le faisait, ses hommes devaient crier « Ô amère, ton maître t'inflige cette punition, parce que tu l'as offensé sans avoir reçu aucun mal. » C'était de la folie, c'était du théâtre, c'était une déclaration terrifiante. S'il pouvait punir l'océan, que ferait-il aux hommes qui se mettraient en travers de son chemin? Les ingénieurs responsables des premiers ponts furent décapités sans pitié. De nouveaux ponts furent construits, cette fois en utilisant plus de 600 navires ancrés ensemble. Des câbles de papyrus et de lin, et cela fonctionna. Pendant 7 jours et 7 nuits, l'armée traversa, une colonne interminable d'hommes et de bêtes se déplaçant d'un continent à l'autre. Xerxès s'assit sur un trône de marbre blanc sur le rivage, observant, et l'on dit qu'il pleura. Il pleura en voyant l'immensité de son pouvoir, sachant que pas un seul de ses hommes ne serait en vie dans 100 ans. Une brève vision de mortalité avant de leur ordonner de marcher vers elle. L'Europe avait été violée. La marée perse était imparable. La Grèce, une collection de cités-États divisées et petites, tremblait. Athènes envoya des messagers à l'oracle de Delphes. La réponse fut terrifiante. Fuyez jusqu'aux confins de la terre. La fin était proche. L'armée avança par la Thrace et la Macédoine. Elle ne marchait pas. Elle se déversait sur la terre comme de l'encre sur une carte. La logistique était aussi terrifiante que les armes. Des régions entières étaient vidées de nourriture, juste pour nourrir l'avant-garde. On dit que des armées entières burent des rivières jusqu'à les assécher. Les cités-États grecques du Nord n'offrirent aucune résistance. Elles virent la terreur qui approchait et s'agenouillèrent. Elles envoyèrent de la terre et de l'eau, le symbole de la soumission totale au roi perse. Pour Xerxès, ce n'était pas une guerre, c'était un pèlerinage divin. Il était le châtiment des dieux, et ces gens le savaient. Chaque ville qui se rendait confirmait son destin. Le monde se pliait, mais tous ne le firent pas. Des messagers perses allèrent à Athènes et à Sparte, exigeant leur soumission. La réponse d'Athènes fut provocatrice. La réponse de Sparte fut un assassinat. Ils jetèrent les héros dans un puits, en leur disant qu'ils y trouveraient toute la terre et l'eau qu'ils désiraient. C'était une insulte qui ne pouvait être ignorée. C'était une déclaration de guerre totale. La Grèce était brisée. De nombreuses villes, comme Thèbes, virent la folie de résister et se joignirent à Xerxès. Elles pensaient qu'il valait mieux être un esclave vivant qu'un héros mort. Mais Athènes et Sparte, rivales mortelles, forgèrent une alliance impossible. Elles se rendirent compte qu'elles ne luttaient pas pour une ville, elles luttaient pour un concept, la liberté. Tandis qu'il avançait, il reçut des nouvelles. Un petit contingent bloquait son chemin, un passage étroit coincé entre les montagnes et la mer, un lieu appelé Thermopyle, les portes chaudes. Le rapport était presque comique, quelques milliers de Grecs, et au commandement, un roi spartiate, un certain Léonidas, avec seulement 300 de ses propres gardes du corps. 300. Xerxès probablement rit. 300 hommes contre 1 million. C'était une blague, une erreur de calcul. Lorsque le dieu roi arriva au Thermopyle, il vit le petit mur qu'ils avaient construit. Il vit les Spartiates à torse nu, se peignant leurs longs cheveux, se préparant à la mort, comme si c'était un festival. C'était une insulte, c'était de la folie. Il envoya un éclaireur. L'éclaireur revint confus, faisant rapport sur les rituels des Spartiates. Xerxès attendit 4 jours. Il attendit simplement.
Ils ne pouvaient pas comprendre pourquoi ils ne fuyaient pas. Il leur envoya un message. « Rendez vos armes. » La réponse de Léonidas devint légende. « Viens les prendre. » L'arrogance de ces hommes était incompréhensible. Xerxès avait puni l'océan, et ces mortels insignifiants osèrent le défier. La patience du dieu roi s'épuisa. La rage remplaça l'amusement. Il ordonna le premier assaut. Il envoya les Mèdes dont les familles avaient été massacrées par les Spartiates dans le passé. Il leur dit d'amener ces Grecs vivants devant lui. Il voulait les voir fouettés, mais le passage était étroit. La marée humaine de Perse ne servait à rien là-bas. Leurs chiffres étaient inutiles. Les Mèdes avancèrent et furent brisés. Les longues lances spartiates, leurs boucliers de bronze entrelacés. La phalange était un mur de mort. Xerxès observait depuis son trône sur une colline proche. Il vit comment son armée, la fierté de l'Asie, était massacrée par une poignée de fanatiques. Il vit la discipline grecque briser le moral perse. La première vague échoua. Furieux, il envoya la deuxième vague. Plus de troupes d'élite, plus de familles qui voulaient venger les morts. Même résultat, des cadavres empilés sur des cadavres. Le passage devint un abattoir. On dit que Xerxès sauta de son trône 3 fois, terrifié, non pas par les Grecs, mais par l'incompétence de sa propre armée. Ce n'était plus une insulte, c'était une humiliation. Le dieu roi, arrêté par 300 hommes, c'était la fin du deuxième jour. La nuit tomba sur un silence tendu, brisé par les cris des mourants. Xerxès convoqua ses généraux. La rage s'était transformée en une froide détermination. Si les mortels échouaient, il enverrait les immortels. Sa garde du corps d'élite, 10 000 hommes, les meilleurs de Perse, leurs uniformes rutilants, leurs lances avec des grenades d'or, étaient le symbole du pouvoir du roi. Ils n'avaient jamais connu la défaite. À l'aube du 3e jour, Xerxès les déchaîna et ils échouèrent. Le mur de boucliers spartiate ne bougea pas. Les immortels, entraînés pour le combat en rase campagne, ne purent donc briser la formation dans le couloir étroit. Ils tombèrent, comme les autres. La frustration de Xerxès se transforma en panique. Son plan magistral, son invasion divine, était arrêté par un seul roi et sa garde minuscule. Le monde entier observait, et pour la première fois, le dieu roi ne savait pas quoi faire. La panique de Xerxès était palpable. Le 3e jour se terminait par une sanglante impasse. Son armée, la plus grande machine de guerre du monde, était brisée contre un mur de 300 hommes. Comment expliquerait-il cela à l'Empire? Comment un dieu pouvait-il être arrêté par des mortels? Ses généraux étaient terrifiés, non pas des Grecs, mais de lui. L'atmosphère dans le camp royal dut être suffocante. La fureur du roi était une tempête attendant de se déchaîner. La nuit apporta le désespoir, et avec le désespoir vint l'opportunité. Un homme émergea des ombres, un local, un grec de Thessalie. Son nom était Éphialtès. Il ne se souciait ni de la liberté, ni de la Grèce, ni de la tyrannie. Il ne se souciait que de l'or. Ou peut-être haïssait-il les Spartiates. L'histoire ne se souvient pas de son motif, seulement de sa trahison. Éphialtès fut amené devant le roi, devant le trône de l'homme-dieu. Ce traître offrit à Xerxès la clé du monde. Ce n'était pas une stratégie brillante, ce n'était pas une nouvelle arme, c'était un sale secret, un sentier de chèvres, un chemin étroit, le sentier d'Anopé qui contournait le passage et tombait directement derrière la ligne spartiate. Un chemin que les Grecs croyaient avoir sécurisé. Xerxès, l'homme qui punit l'océan et mobilisa 1 million d'hommes, mettait maintenant le destin de son invasion divine entre les mains d'un seul traître cupide. Il accepta. L'ironie était insupportable, mais la victoire était nécessaire. L'humiliation des 3 derniers jours brûlait dans sa poitrine. Il voulait ses Spartiates morts. Peu importe comment. Il ordonna immédiatement à Hydarnès, le commandant des Immortels, de suivre le Grec. Dans le silence de la nuit,
L'élite de la Perse se déplaça comme des fantômes. Ils montèrent à travers la forêt de chênes, leurs pas amortis par les feuilles tombées. Le seul son était la peur d'être découvert. Le sentier était surveillé. 1000 Phocidiens, alliés grecs, mais ils n'étaient même pas spartiates. Quand ils entendirent le craquement de 10 000 hommes s'approchant dans l'obscurité, le son de la fin du monde, ils paniquèrent. Ils pensèrent que l'attaque était pour eux et s'enfuirent dans les collines pour sauver leur propre vie. Ils n'envoyèrent même pas d'avertissement. Le chemin était libre. À l'aube, les vigies de Léonidas le virent. Ils virent le soleil briller sur les armures perses sur la colline derrière eux. C'était fini. Le piège était refermé. Le défi était terminé. La plupart des alliés grecs reçurent l'ordre de se retirer, de se sauver, de courir, de raconter l'histoire. Mais Léonidas et ses 300 Spartiates, ainsi que 700 Thespiens qui refusèrent de partir, restèrent. Ils ne luttaient tout au plus pour la victoire, ils luttaient pour le temps, ils luttaient pour l'honneur, ils luttaient pour que leur mort signifie quelque chose. Xerxès déchaîna l'assaut final. Cette fois, ce fut différent. Il attaqua de front et de revers. Ce n'était plus une bataille, c'était un anéantissement. Les Spartiates se battirent avec une fureur suicidaire, leurs lances brisées, utilisant des épées, puis des poings et des dents. Ils tombèrent là où ils se tenaient, tous. La bataille était terminée. Le passage était dégagé. Xerxès avait gagné. Il marcha sur le champ de bataille, un couloir étroit de terre empilé de corps. Il vit le prix de sa victoire. Il vit combien de ses propres hommes gisaient morts. Les sources parlent de 20 000 Perses, 20 000 de ses meilleurs hommes. Pour 300 Spartiates, la proportion était une disgrâce, une victoire qui ressemblait à une défaite. Et puis, il trouva le corps du roi qu'il avait défié, Léonidas, l'homme qui avait osé dire non à un dieu. Xerxès le regarda. Ce n'était pas un ennemi, c'était un miroir de sa propre insécurité. La rage, l'humiliation des 3 derniers jours, la révélation terrifiante qu'il n'était pas invincible, tout explosa. Dans un acte de fureur mesquine et nullement divine, Xerxès ordonna l'impensable. Il ordonna que le corps de Léonidas soit décapité et que sa tête soit empalée sur une pique, son corps crucifié. C'était la profanation d'un roi déchu, une violation de toutes les lois de la guerre honorable, même pour les Perses. Le dieu roi avait vaincu l'homme, mais en le faisant, il avait révélé sa propre humanité terrifiante. Il avait créé un martyr, et dans cet acte Xerxès, sans le savoir, avait planté la graine de sa propre destruction. Le chemin vers Athènes était ouvert, mais le prix avait été sa divinité. La tête de Léonidas sur une pique était un avertissement, mais les Grecs ne la virent pas comme un symbole de terreur, ils la virent comme un sacrilège. Le sacrifice des Thermopyles n'avait pas terrifié la Grèce, il l'avait unifiée dans la haine. Le martyr que Xerxès créa était 1000 fois plus dangereux que le roi vivant qu'il avait tué. Mais pour l'instant, rien ne pouvait l'arrêter. Le chemin était ouvert. L'armée perse avança par la Béotie, ravageant tout. La panique était absolue. Si les Spartiates étaient tombés, quel espoir restait-il? Les cités-États firent face à un choix impossible. Rejoindre le dieu roi ou être effacés de l'existence. L'objectif final était en vue. Athènes, le foyer de la démocratie, le symbole de l'arrogance grecque qui avait défié Darius à Marathon. Ce n'était pas une conquête stratégique, c'était une vengeance personnelle. C'était le point central de toute l'invasion. Mais Athènes avait un leader, un homme aussi différent de Léonidas que possible. Ce n'était pas un roi guerrier né pour mourir. C'était un homme politique, un démagogue, un stratège naval brillant et absolument impitoyable. Son nom était Thémistocle. Thémistocle savait quelque chose que Xerxès ignorait. Il savait qu'Athènes n'était pas ses bâtiments, ce n'était pas ses murailles, c'étaient ses citoyens, et il savait qu'à terre, ils étaient inutiles contre la marée perse. Des années auparavant,
Thémistocle avait manipulé l'assemblée athénienne. Il avait découvert une veine massive d'argent dans les mines du Laurion. Au lieu de distribuer la richesse aux citoyens, il les convainquit de construire la plus grande flotte que la Grèce ait jamais vue. 200 trirèmes, 200 navires de guerre de dernière génération. Il leur dit que c'était pour se battre contre leurs rivaux. L'île d'Égine était un mensonge. Thémistocle avait toujours eu les yeux tournés vers l'Est. Il a toujours su que la Perse reviendrait. Maintenant, le moment était venu. L'oracle de Delphes avait donné une prophétie terrifiante. Seule une muraille de bois vous sauvera. Alors que les traditionalistes d'Athènes renforçaient l'Acropole, Thémistocle comprit la vérité. La muraille de bois n'était pas une forteresse, c'étaient ses navires. Il fit l'impensable. Il ordonna l'évacuation totale d'Athènes. Ce fut un acte de désespoir stratégique. Imaginez le chaos. Des centaines de milliers de personnes, des familles entières, forcées d'abandonner leur foyer, leurs temples, les tombes de leurs ancêtres. Un exode massif vers la mer, fuyant vers l'île voisine de Salamine. Ils laissèrent une ville fantôme aux conquérants. Lorsque Xerxès arriva à Athènes, il ne trouva pas d'armée provocatrice. Il ne trouva pas de roi à insulter. Il trouva le silence. La plus grande ville de Grèce était presque vide. Un petit groupe de fanatiques s'était retranché dans l'Acropole, croyant à la prophétie littérale. L'armée de Xerxès, frustrée, donna l'assaut à la colline sacrée. Ce fut un massacre bref et brutal. Et puis le dieu roi donna l'ordre. Athènes brûla. Ce fut le climax de sa vengeance. Les temples, l'agora, les maisons, tout fut dévoré par le feu. Xerxès monta sur une colline et observa comment la ville qui défia son père se transformait en cendres. La fumée noire qui s'élevait vers le ciel était un signal pour le monde entier. Il avait gagné. Il avait vengé Darius. La guerre dans son esprit était terminée. Il envoya un messager à Suse, la capitale perse, avec la nouvelle triomphale. Le monde était à ses pieds. Mais tandis que Xerxès observait les flammes, sa flotte était ancrée dans la baie de Phalère. Et juste de l'autre côté du détroit, à seulement quelques milliers de mètres, sur l'île de Salamine, il pouvait les voir, la population évacuée d'Athènes et à côté d'eux, ancrée dans la baie étroite, la muraille de bois. 200 navires athéniens unis à la flotte grecque. Thémistocle n'avait pas fui. Il avait repositionné l'échiquier. Il avait sacrifié sa ville, sa reine, pour mettre le roi de Xerxès en échec. Le piège était prêt, et Xerxès, aveuglé par la fumée de sa propre victoire, était sur le point d'y entrer directement. Xerxès s'assit sur un trône d'or érigé sur les pentes du mont Aégaléos, une loge pour la fin du monde. En dessous de lui, la baie. Il pouvait voir la fumée de sa victoire sur Athènes. Il pouvait voir ses 1200 navires, une armada invincible. Et là, blottis comme des rats dans un coin, les 370 navires grecs. La guerre était terminée. Il ne restait plus que le nettoyage. Son conseil de guerre se réunit. La plupart de ses amiraux, enhardis par la victoire, exigèrent une attaque immédiate, écraser les Grecs complètement. Mais il y eut une voix de dissidence. Artémise, la reine de Carie, une femme, une guerrière, la seule qui osa dire la vérité. Elle dit au roi, « Ne risque pas la flotte. Tes navires sont plus lourds, ils sont plus lents. Dans ces détroits, tes chiffres seront ta faiblesse. Tu as brûlé Athènes. Tu as gagné. Rentre chez toi. Laisse-les mourir de faim. » Xerxès l'écouta. Il respectait son courage, mais le conseil d'Artémise sentait la prudence. Et la prudence n'était pas digne d'un dieu. La victoire totale était là, à sa portée. Pourquoi attendre? Pourquoi ne pas la prendre? Tandis qu'il hésitait, le destin fut scellé non par un roi, mais par un esclave. De l'autre côté du détroit, dans le camp grec, régnait la panique. Les Corinthiens voulaient fuir. Les Spartiates voulaient se retirer dans le Péloponnèse. L'alliance s'effondrait. Thémistocle observa comment son plan magistral s'évaporait.
Les Grecs étaient sur le point de se disperser et d'être chassés un par un. Ils devaient forcer la bataille, ils devaient le faire maintenant, et ils devaient s'assurer que Xerxès mordrait à l'hameçon. Mais comment? Il fit l'impensable. Il appela son esclave le plus loyal, Sisinus. Il lui confia un message qui changerait l'histoire. Au milieu de la nuit, Sisinus rama dans une petite barque, se glissa dans l'ombre et se livra aux Perses. Il affirma être un déserteur, un traître. Amené devant Xerxès, l'esclave donna au dieu roi le message que son arrogance aspirait à entendre. « Mon maître, Thémistocle, vous admire en secret. Il est un véritable ami de la Perse. Les Grecs sont terrifiés et prévoient de s'échapper cette nuit même par la route occidentale. Ils se battent entre eux. Si vous attaquez maintenant, vous pouvez tous les piéger. Thémistocle vous assure que lorsque la bataille commencera, la flotte athénienne changera de camp et se joindra à vous. » C'était parfait, trop parfait. Cela confirmait tout ce que Xerxès croyait, que les Grecs étaient des lâches, qu'ils étaient divisés, et que même leur leader savait qu'il était le véritable pouvoir. L'avertissement d'Artémise fut oublié. L'ego triompha de la stratégie. Xerxès n'attendit pas, il ne consulta pas, il donna l'ordre. La flotte perse se mobiliserait immédiatement. Il formerait un blocus total. L'escadre égyptienne encerclerait l'île pour couper la route d'évasion occidentale. Le reste de la flotte, 800 navires, entrerait dans les détroits à l'aube et anéantirait les Grecs. Toute la nuit, les rameurs perses travaillèrent, ramèrent à contre-courant, épuisés, essayant de positionner leur armada massive et ingouvernable dans l'obscurité. Ils étaient fatigués, ils étaient serrés, ils étaient dans des eaux inconnues. De l'autre côté, les Grecs se reposaient, aiguisaient leurs épées, se préparaient à mourir. L'aube du 20 septembre de l'an 480 avant JC, Xerxès monta sur son trône sur la colline. Il vit comment le soleil frappait le bronze de ses navires. Une vision de pouvoir absolu. La flotte perse avança vers le détroit, vers le piège, et tandis qu'ils entraient, ils ne virent pas une flotte en panique. Ils ne virent pas de déserteurs. Ils virent un mur de bois, et ils entendirent le son des Grecs chantant le péant, l'hymne de guerre. Le piège s'était refermé, l'attaque commença, mais quelque chose n'allait pas. Les Grecs ne fuirent pas, ils ne se rendirent pas, ils firent le contraire, ils ramèrent en avant. La première ligne de navires perses, de fiers vaisseaux phéniciens, s'engagea dans le goulot d'étranglement. Ils étaient 10 grands, ils étaient mâts-lourds, conçus pour le large, pour éperonner et dominer. Mais ici, dans le détroit, il n'y avait pas d'espace. Et alors les trirèmes grecs, plus légers, plus agiles, frappèrent. Ce ne fut pas une bataille, ce fut une exécution. Les navires grecs n'essayèrent pas d'éperonner de front. Ils étaient trop intelligents. Ils utilisèrent une tactique appelée le diek plus. Ils ramaient à travers les trous dans la ligne perse, puis tournaient brusquement, brisant les rames des navires ennemis. Un trirème perse sans rames était un cercueil flottant, immobile, impuissant. Depuis son trône sur la colline, Xerxès observait avec une horreur croissante. L'eau claire de la baie se transforma en un chaos de bois brisé, de voiles déchirées et d'hommes se noyant. La deuxième vague de la flotte perse, pressant par derrière, ne vit pas le désastre. Leurs commandants ne virent que l'ordre du roi d'avancer. Ils heurtèrent la première vague qui essayait maintenant de reculer. Leurs propres navires se bloquèrent mutuellement. L'armada invincible devint un gigantesque embouteillage naval, et alors les Grecs commencèrent le massacre. Leurs navires, plus petits et plus rapides, tournoyaient autour des géants perses, les éperonnant par les flancs, par la poupe. Les archers grecs et les hoplites sur le pont massacraient les équipages perses qui n'avaient su nulle part où fuir. La langue fut une arme. Les capitaines perses, qui commandaient des équipages de 46 nations différentes, ne pouvaient pas se coordonner. Leurs ordres se perdaient dans la panique. Les Grecs, luttant pour leur foyer,
pour leurs familles qui observaient depuis l'île de Salamine, luttaient comme un seul homme. Xerxès vit ses meilleurs amiraux mourir. Il vit des navires d'une valeur de royaumes entiers couler en quelques secondes. La trahison de Thémistocle était maintenant douloureusement évidente. Il n'y aurait pas de déserteurs, pas de panique grecque, seulement un piège parfaitement exécuté. La reine Artémise, la seule qui l'avait averti, se battit comme un démon. Son navire fut poursuivi par un trirème athénien. Sans échappatoire, elle fit l'impensable. Elle éperonna un autre navire perse, le coulant instantanément. Le capitaine athénien, voyant cela, pensa qu'elle était une alliée grecque et abandonna la poursuite. Xerxès, voyant la manœuvre depuis sa colline, aurait commenté sans savoir qu'elle avait coulé l'un des siens. « Mes hommes sont devenus des femmes, et mes femmes des hommes. » C'était la seule victoire qu'il verrait ce jour-là. La mer se teignit de rouge. L'eau était si pleine de cadavres et de débris que, dit-on, on pouvait marcher d'un navire coulé à l'autre. La fierté de la Perse, la flotte qu'il avait fallu 4 ans pour construire, l'armada qui obscurcissait le soleil, fut brisée, mise en pièces. La bataille dura 7 heures. Au crépuscule, plus de 200 navires perses étaient au fond de la baie. Des milliers de ses meilleurs hommes, y compris 2 des frères de Xerxès, étaient morts. Les Grecs avaient perdu peut-être 40 navires. Le soleil se coucha sur la baie de Salamine, et avec lui se coucha le soleil sur la divinité de Xerxès. L'homme sur le trône d'or n'était plus un dieu. Il n'était même plus un roi, c'était un imbécile, un homme qui avait été trompé par un politicien rusé et un esclave. L'humiliation était totale. Le silence sur le mont Aégaléos dut être assourdissant, brisé seulement par les cris de ces hommes, se noyant dans l'obscurité. L'armée était toujours intacte. Il avait des centaines de milliers d'hommes prêts à se battre. Mais la flotte était sa ligne de vie. C'était son pont vers la maison. C'était son ravitaillement. Et maintenant, elle avait disparu. La peur remplaça la rage, une peur froide et primitive. Et si les Grecs naviguaient maintenant vers l'Hellespont? Et s'ils détruisaient ces ponts de ponton? Ils seraient piégés. Lui, le dieu roi, serait échoué sur un continent hostile, avec une armée qu'il ne pouvait plus nourrir. L'invasion était terminée, maintenant commençait la fuite. Le trône d'or sur la colline était vide. Xerxès s'était enfui à la vue de son échec. La nuit dans le camp perse ne fut pas de la stratégie, ce fut de la terreur. Le bruit des survivants qui arrivaient au rivage, des hommes couverts d'huile et d'eau s'échouant sur la plage, était le seul rapport de bataille dont le roi avait besoin. Son armada, sa fierté, son pont de 1000 navires vers la divinité avait coulé en 7 heures. La panique est un poison. Et le dieu roi sentit qu'elle lui montait à la gorge. Il était piégé. Il était sur un continent hostile. Sa flotte détruite et sa seule route d'évasion, les ponts de l'Hellespont, étaient à des centaines de kilomètres de distance, défendus seulement par une garnison. Si la flotte grecque, maintenant maîtresse de l'Égée, naviguait vers le nord, s'il coupait ce pont, lui et son demi-million d'hommes seraient échoués pour être massacrés, pour mourir de faim. L'invasion se transformerait en la plus grande cage à rats de l'histoire. Il se réunit avec ses généraux. L'atmosphère dans la tente royale dut être suffocante. L'odeur de l'échec était pire que la fumée d'Athènes. Et alors Mardonius, l'homme dont la voix l'avait poussé à cette folie, s'avança. Mais Mardonius n'était pas un lâche, c'était un joueur, et il doublait sa mise. Il s'agenouilla devant Xerxès, mais ne supplia pas le pardon. Il offrit une issue. « Ô roi, dit-il, ne blâmez pas vos Perses. La faute en incombe aux Phéniciens, aux Égyptiens. Vos soldats de terre sont invincibles, et vous avez rempli votre mission. Athènes est en cendres, la vengeance de votre père est complète. » C'était un mensonge brillant, une narration pour sauver la face. « Retournez à Suse, monseigneur, » continua Mardonius. « Votre présence est nécessaire au cœur de l'Empire.
Cette affaire grecque est trop petite pour vous. Laissez-moi faire. Donnez-moi 300 000 de vos meilleurs hommes, les immortels, les Mèdes, la cavalerie, et je resterai hiverné. Je vous jure par Ahura Mazda que d'ici le printemps prochain, je vous livrerai toute la Grèce enchaînée. Ce n'est pas une retraite, c'est un transfert de commandement. Xerxès dut voir la vérité. Il vit la tromperie, mais c'était une tromperie dont il avait désespérément besoin. Elle lui permettait de fuir sans appeler cela une fuite. Elle lui permettait de garder le masque de la divinité, tandis qu'il courait pour sauver sa vie. Il accepta. Le dieu roi quitterait le champ de bataille, laissant son général nettoyer le désordre. La décision fut prise en secret. La nouvelle qui se répandit fut que le roi rentrait triomphalement en Asie, sa mission accomplie, laissant une grande armée d'occupation. Mais la réalité fut une course effrénée. Xerxès ne se retira pas, il fuit. Il prit la majeure partie de l'armée restante, peut-être 600 000 hommes, et commença la marche vers le nord, la marche vers la sécurité, la marche vers l'Hellespont. Et ce fut ici que la véritable horreur commença. Si la marche vers le sud fut une démonstration de pouvoir, le retour fut une étude sur la désintégration humaine. La terre sur laquelle ils marchaient avait déjà été dévorée. Sur leur chemin vers Athènes, leur armée avait vidé chaque grenier, asséché chaque puits, consommé chaque bœuf. Maintenant, lors de la retraite, il n'y avait rien, zéro. C'était un paysage stérile, et l'automne se transformait en un hiver brutalement précoce. La logistique qui avait étonné le monde s'effondrait maintenant dans un chaos absolu. La faim arriva en quelques jours. C'est une chose de nourrir une armée en marche sur une terre fertile. C'en est une autre de déplacer un demi-million d'hommes paniqués à travers leur propre terre brûlée. D'abord, ils mangèrent ce qui restait de leurs rations, puis leurs animaux de bas. Les chevaux de la grande cavalerie perse furent sacrifiés pour leur chair. Ensuite, les grains pourris qu'ils trouvèrent dans les villages abandonnés. Puis l'herbe, l'armée la plus puissante du monde, fut réduite à arracher l'écorce des arbres pour la faire bouillir. Ils mangeaient les feuilles, ils mangeaient le cuir de leurs propres boucliers et sandales. Et quand cela fut épuisé, les rapports d'Hérodote sont clairs. Ils se mangèrent les uns les autres. Le cannibalisme se répandit dans les colonnes arrières. Avec la faim vint la maladie. La dysenterie ravagea le camp. La peste, l'eau sale qu'ils buvaient, les tuait plus vite que n'importe quelle lance grecque. Des hommes qui avaient survécu aux Thermopyles, qui avaient pillé Athènes, mouraient maintenant accroupis dans la boue, leur corps laissé à pourrir là où ils tombaient. La grande armée de Xerxès ne marchait plus, elle rampait. Une colonne de zombies de centaines de kilomètres de long, laissant une traînée de morts et d'excréments. Et les Grecs du Nord, qui s'étaient soumis à Xerxès sur son chemin vers le sud, voyaient maintenant la faiblesse. Les tribus thraces, qui n'avaient pas osé respirer en sa présence, sortaient maintenant des collines. Elles lançaient des attaques de guérilla, attaquaient les lignes de ravitaillement, les traînards, les malades. Ce n'était pas une guerre, c'étaient des chacals dévorant le lion mourant. Pendant 45 jours, Xerxès voyagea avec ce cauchemar. 45 jours d'enfer, enfermé dans son char royal, protégé par les immortels qui lui restaient, mais incapable d'échapper à la puanteur. La puanteur de son échec, la puanteur de son armée pourrissant vivante. Finalement, ils arrivèrent à l'Hellespont, au bord de l'Asie, au salut, et là ils trouvèrent la moquerie finale des dieux, les ponts, ces ponts, la merveille d'ingénierie qui avait conquis la mer. Ils avaient disparu. Ce n'étaient pas les Grecs, ce n'était pas un sabotage, c'était une tempête. La même mer que Xerxès avait fouettée et enchaînée dans un acte d'indifférence cosmique s'était soulevée et avait brisé ses chaînes. Les grandes cordes de papyrus et de lin étaient rompues. Les 600 bateaux de ponton étaient coulés ou dispersés. L'océan avait réclamé son domaine. L'armée, en voyant cela, se brisa. Le dernier vestige de discipline s'évapora. C'était la fin. Ils étaient bien été piégés.
mais pas Xerxès. Il n'était pas un soldat, il était le roi. Il ne pouvait pas attendre que de nouveaux bateaux soient construits. Il ne pouvait rien attendre. Il abandonna le reste de son armée mourante sur la rive européenne, leur ordonnant d'attendre les navires de transport qui pourraient ou non arriver. Il trouva une petite barque de pêche, un bateau sale, insignifiant, commandé par un seul pêcheur local. Le dieu roi de l'univers, l'homme qui commandait 1 million d'âmes, se penchait maintenant dans la cale d'un bateau en bois pourri, cachant probablement ses insignes royaux, suppliant un simple batelier de le faire traverser en échange de sa vie. Il traversa le détroit qu'il avait traversé avec tant de fierté, non pas sur un trône de marbre, non pas entouré de 7 jours de fête, mais dans l'obscurité, avec le goût du sel et du vomi dans la gorge. Lorsque ses pieds d'Issédiou touchèrent de la terre d'Asie, il était sauvé. Mais l'homme qui débarqua n'était pas celui qui était parti. Le dieu roi était mort. À sa place, il y avait un homme brisé, un homme qui avait vu la face des vrais dieux et il lui avait de cracher dessus. Xerxès était de retour à Suse, en sécurité, enfermé dans la citadelle la plus sûre du monde, protégé par des murs qu'aucune machine de guerre ne pouvait abattre. Mais la sécurité était une illusion. L'homme qui revint n'était pas celui qui était parti. Le dieu roi qui traversa l'Hellespont sur un pont de bateau. L'homme qui pleura en voyant l'immensité de son pouvoir était mort. Il était mort dans cette barque de pêche, noyé dans l'humiliation. Celui qui siégeait maintenant sur le trône était un fantôme, un homme brisé par la terreur, un homme qui avait vu la face de l'anéantissement à Salamine et qui ne pourrait jamais cesser de la voir. Pendant ce temps, en Grèce, la guerre n'était pas encore terminée. Mardonius, le général loyal, ou peut-être l'architecte de tout le désastre, il était resté avec 300 000 des meilleurs hommes de Perse, les immortels, la cavalerie mède, les Scythes, le noyau dur de l'armée invincible. Il passa l'hiver en Thessalie à se regrouper et au printemps, il tenta quelque chose que Xerxès, dans son arrogance, n'avait jamais sérieusement envisagé, la diplomatie. Il envoya des messagers aux ruines fumantes d'Athènes. Les Athéniens étaient revenus dans leur ville détruite. Mardonius leur offrit un marché incroyable. Il leur offrit le pardon total du grand roi. Il leur offrit l'or perse pour reconstruire leur ville, non seulement comme elle était, mais plus grande. Il leur offrit le statut d'allié favorisé. Il leur offrit la domination sur toute la Grèce. Ils n'avaient qu'à faire une chose, une petite chose. Accepter la terre et l'eau, s'agenouiller, admettre que Xerxès était leur maître. La réponse d'Athènes, donnée aux Spartiates qui craignaient qu'ils n'acceptent, devint légende. Tant que le soleil suivra son cours, déclarèrent-ils, jamais, jamais nous ne ferons d'accord avec Xerxès. Mardonius reçut la réponse. La corruption avait échoué, la diplomatie avait échoué, il ne restait que la terreur. Au printemps de l'an 479 avant J.C., Mardonius marcha vers le sud, et pour la 2e fois la ville d'Athènes brûla. Cette fois, ce fut systématique. Ce qui avait survécu au premier incendie fut démoli. Les temples qui restaient debout furent abattus pierre par pierre. Ils voulaient effacer Athènes de la mémoire de la terre, mais les Grecs pour la première fois ne fuirent pas. L'alliance impossible, forgée dans le feu des Thermopyles et unie par le sang de Salamine, se mobilisa finalement. La plus grande armée alliée que la Grèce ait jamais rassemblée. Spartiates, Athéniens, Corinthiens, Tégéens, des dizaines de milliers d'hoplites marchèrent à l'unisson. Ils se rencontrèrent sur un large champ, près d'une petite ville appelée Platée. Ce ne serait pas un piège dans un passage étroit, ce ne serait pas une ruse navale dans un détroit. Ce serait la bataille que Xerxès avait toujours voulu. Une confrontation ouverte, la puissance de l'Asie contre la puissance de l'Europe. Le destin du monde se déciderait sur cette plaine poussiéreuse. La bataille fut un enfer brutal qui dura des jours. La cavalerie perse supérieure harcelait les Grecs. Les archers perses obscurcissaient le ciel, mais la phalange grecque, le mur de boucliers et de lances, refusa de se briser.
Et alors, à l'apogée du chaos, Mardonius lui-même, un guerrier courageux jusqu'à la fin, mena une charge de cavalerie d'élite directement contre le centre spartiate. Il chevauchait un magnifique étalon blanc, une vision de pouvoir, un hoplite spartiate, un homme appelé Arimnestos, le vit, il ne vit pas un général, il vit la cause de toute sa misère. Il leva sa lance ou une pierre, les récits varient. Mais le résultat fut définitif. Le projectile frappa Mardonius. Le général de l'armée perse tomba mort de son cheval. Au moment où Mardonius toucha le sol, l'armée perse se brisa. Le leadership était tout. La volonté d'un homme avait maintenu ces 300 000 soldats ensemble. Sans cette volonté, le moral s'évapora. La discipline se transforma en panique. La panique se transforma en massacre. Les Grecs avancèrent, et la retraite perse se transforma en boucherie. Presque toute l'armée d'occupation fut anéantie. Le même jour, à des centaines de kilomètres de distance, la flotte grecque restante attaqua et brûla les derniers vestiges de l'armada perse à Mycale. L'invasion n'était pas seulement terminée, elle avait été effacée. La nouvelle de Platée et de Mycale voyagea finalement les milliers de kilomètres jusqu'à Suse. Pour Xerxès, ce n'était plus un choc, c'était simplement le point final, la confirmation de ce que son âme savait déjà. La Grèce était perdue, mais le vrai prix commençait à peine à être payé. Xerxès, l'homme qui avait fui, devait maintenant gouverner. Mais comment gouverne un dieu qui s'est avéré mortel? Comment insuffler la peur quand on est devenu l'exemple mondial de l'échec? Il se retira non pas de son trône, mais de la réalité. Il devint obsédé par des projets de construction. S'il ne pouvait pas conquérir le monde, il en construirait un plus grand. Il ordonna l'achèvement des grands palais de Persépolis, la salle des 100 colonnes. Il voulait graver son nom dans la pierre si fermement qu'il effacerait la tache de sa fuite. Mais tandis qu'il construisait des murs, la pourriture grandissait à l'intérieur. L'échec en Grèce ne fut pas seulement une défaite militaire, ce fut une hémorragie financière. La guerre avait vidé le trésor. Les impôts durent augmenter, et avec les impôts vint le ressentiment. L'aura d'invincibilité du grand roi était brisée, et les satrapes, les gouverneurs des provinces lointaines comme l'Égypte et Babylone, qui avaient tremblé à son nom, voyaient maintenant la faiblesse. Les petites rébellions commencèrent, les conspirations. Xerxès devint paranoïaque, et comment ne pas l'être? Il avait été trahi par l'océan, trompé par Thémistocle, vaincu par une poignée de fanatiques. Comment pouvait-il faire confiance à sa propre cour? Il s'éloigna de la politique, s'éloigna de l'armée, et s'enfonça dans le seul endroit où sa volonté était encore absolue, le harem. Mais le harem était un nid de vipères, un champ de bataille d'intrigues, de jalousie et d'ambition dynastique. Ses épouses, ses concubines, ses eunuques, tous se battaient pour le pouvoir, et le roi paranoïaque et déprimé était une pièce dans leur jeu. Son échec l'avait suivi à la maison. Et en l'an 465 avant JC, après 20 ans sur le trône, la terreur qu'il avait ressentie à Salamine le trouva finalement dans sa propre chambre. L'homme qui mobilisa des millions ne mourut pas au combat. L'homme qui fouetta l'océan ne fut pas tué par un héros grec. Xerxès, le dieu roi, fut assassiné pendant son sommeil dans son propre lit. L'assassin fut Artabanus, le commandant de sa propre garde personnelle, l'homme dont la vie était dédiée à le protéger. Une conspiration sale et domestique, née de l'ambition des eunuques de la cour, et selon certains, de la complicité de son propre fils. L'homme qui voulut conquérir le monde ne put même pas contrôler sa propre chambre. C'est la véritable histoire de Xerxès. Ce n'est pas l'histoire d'un dieu défié par des héros. C'est l'histoire d'un homme étouffé par sa propre arrogance. Son invasion changea le monde, mais pas de la manière qu'il souhaitait. Elle ne détruisit pas la Grèce, elle la forgea. Le feu avec lequel il brûla Athènes fut le feu qui trempa l'acier de l'âge d'or. Son échec assura la naissance de la civilisation occidentale. Xerxès obtint sa vengeance. Athènes brûla, mais le prix fut son empire, son héritage et sa vie.
le dieu roi mourut dans l'obscurité, assassiné par ses serviteurs. Et les Grecs construisirent le monde moderne sur les cendres qu'il laissa derrière lui. J'espère que cette histoire vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner, et je vous dis à bientôt.